Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le principal titre. La réaction du personnel de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement d'Onkembo après la sortie médiatisée de M. Mamadou Manganga à la tête d'un syndicat fantôme des commerçants. La suite dans quelques instants. Merci encore d'avoir choisi TVS, la télévision qui voit toujours plus loin pour vous informer. Le SYNAPS poursuit sa dynamique, celle de procéder à la fermeture des structures sanitaires de la capitale et de l'intérieur du pays. À cet effet, le CHU a donc fermé ses portes. Les précisions dans ce reportage de HM Abessolo sur les images de Fleury AC Ondo. Les agents du syndicat national autonome du personnel de santé, SYNAPSA, ont procédé à la fermeture comme cela a été le cas dans d'autres structures sanitaires de la place et à l'intérieur du pays, du centre hospitalier universitaire de Libreville. Ces derniers, bien entendu, réclament la réouverture des écoles de santé et le paiement de la prime d'incitation à la performance, au grand désarroi des malades. Les négociations entamées jusque-là avec le gouvernement n'ont toujours pas abouti. Le syndicat dit stopper son mouvement seulement si les revendications énoncées connaissent satisfaction. Le personnel de l'Institut public d'hygiène et d'assainissement d'Onkembo, regroupé au sein du syndicat national des personnels de santé et secteur d'hygiène publique et assainissement, SYNAFA, condamne les propos tenus par M. Mamadou Manga à la tête d'un syndicat fantôme des commerçants. Les détails dans ce reportage de Ephraim Biyogedzo sur les images de Bertrand Komileka. Répondant aux multiples attaques d'un groupe de pseudo-syndicalistes représentant les commerçants, dont la raison sociale de leurs activités semble méconnue aux yeux de tous, ayant pour tête de cerveau un certain Mamadou Manga, le personnel de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement ne s'est pas laissé berner par de tels enfantillages, constitué désormais en une seule force ouvrière. Le SYNAFA réaffirme que l'ensemble des activités régaliennes au sein de son administration sont encadrés par un arsenal de textes juridiques, dont la loi numéro 12/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République gabonaise. Au regard de ce qui précède, profitant de cette tribune, nous interpellons l'ensemble des populations et opérateurs économiques de bien accueillir les agents inspecteurs dans l'exercice de leur mission régalienne, y afférent convocation, recommandation et formation. Un phénomène d'autant plus inquiétant tend à devenir le mode de fonctionnement de pas mal de prestataires, la mise en circulation des faux ordres de mission et recettes en lieu et place des documents administratifs authentifiés, des actions qui visent à racketter des commerçants, a regretté le secrétaire général du SYNAFA. Nous saisissons la même occasion pour attirer une fois de plus l'attention des populations et opérateurs économiques sur le phénomène grandissant des faux contrôleurs qui se font passer pour les agents du ministère de la Santé. En effet, aucun prestataire agréé par le ministère de la Santé en matière de lutte antivectorielle n'est habilité à effectuer des contrôles, encore moins d'infliger des amendes à l'encontre des opérateurs économiques ou à leur imposer une quelconque prestation. Car ces missions relèvent exclusivement de l'administration, donc l'Institut d'hygiène publique d'assainissement. Sur ces images, on peut facilement distinguer les documents contrefaits et ne sont nullement estampillés du sceau de la République
la mère allaitante, une vigilance des commerçants et autres opérateurs économiques s'impose avant d'accéder à tout contrôle. La Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, lors de leur récent point de presse, a tenu à rappeler à l'opinion publique les nombreuses injustices dont elle est victime. Reportage Fabiola Mengue, Jean-Luc Bourobou. La CONACYSED, qui a décidé d'assouplir son mouvement de grève depuis le 3 mai dernier, est surpris de l'acharnement du gouvernement à son égard, du moins sur certains de ses membres. Un acharnement qui laisse planer des incertitudes du côté de la CONACYSED dans l'organisation des examens de fin d'année. Ce syndicat pourrait décider au dernier moment de ne pas y prendre part si d'ores et déjà le gouvernement ne se ravise pas. L'acquisition d'un terrain peut être à l'origine d'un litige où généralement le plus faible en ressort perdant. Ils sont de plus en plus nombreux ces compatriotes qui sollicitent l'aide du chef de l'État pour plus d'égalité de chance. Suivant ce reportage de Inès Ngongamambo. L'acquisition d'un lopin de terre à Libreville relève d'un véritable casse-tête chinois. Pour ceux-là qui ont la chance d'en avoir, si ce n'est pas un terrain litigieux, il faut s'attendre à ce qu'une personne nantie vienne vous l'arracher sans remords, quel que soit l'investissement réalisé sur ce terrain. On se souvient encore des terrains YT5 et Y9 dans la zone de Marseille, nous sommes là dans la commune d'Agranda, qui opposaient les détenteurs de ces terrains à la Société nationale immobilière SNI, qui selon les autorités municipales de cette partie de la ville, squatterait ces terrains. Le même maire qui a dit que la SNI, si vous voyez la SNI ici, il faut les chasser avec les machettes. Donc maintenant, c'est pourquoi nous on fait appel au grand monsieur, le président, que lui, il enlève les gens pour remettre d'autres personnes. Et le monsieur, le maire vient de dire encore tout de suite que si quelqu'un a au moins un terrain, il va couper le terrain pour donner à la SNI. Et je me présente que, mais si tu as un seul terrain, on va te couper le terrain pour avoir quelle parcelle. Donc nous on veut vraiment que le président, tu as dit que tu es pour l'égalité des chances. Mais là quand nous le peuple, quand on voit c'est pas l'égalité des chances, nous on ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe. Mais nous on veut vraiment que monsieur le président, on a besoin de votre secours. Le pays n'est pas stable, maintenant vous envoyez les gens pour venir embêter la population. Le chef de l'État est toujours interpellé par la population afin de solutionner ces différents problèmes. Jusqu'à quand les plus forts continueront-ils à écraser les plus faibles? Une interrogation qui remet en cause l'égalité des chances tant prônée par les émergents, qui ne manquent pas l'occasion d'émerger à chaque fois au détriment de ceux que l'on pourrait qualifier ici émergents.
Gabon, le jeune ayant arrêté ses études risque d'avoir de plus en plus de mal à trouver un emploi face à la crise financière. Il convient à l'État de coordonner le développement de l'offre d'emploi et de l'éducation, d'encourager et d'appuyer l'esprit d'entreprise. Pierre Parfait, Badinkoum, reportage. La crise financière que traverse notre pays menace de rendre les marchés du travail encore plus difficiles et d'exacerber une situation volatile pour les jeunes. L'accès aux emplois continue d'être problématique chez les jeunes de 15 à 24 ans à qui l'on doit nécessairement procurer du travail si l'on veut lutter efficacement contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Fait inquiétant, certains jeunes ayant peu de perspectives d'emploi peuvent n'envisager d'autres alternatives que des activités criminelles. Les solutions au problème de l'emploi des jeunes doivent mettre à contribution de nombreux secteurs. L'éducation devrait préparer l'enfant à faire preuve de souplesse à l'âge adulte pour pouvoir s'adapter à l'évolution du marché. Autre priorité, favoriser l'accès au crédit et l'inclusion financière. Le secteur de l'informel, qui a toujours été négligé par les jeunes nationaux, reste le principal employeur dans d'autres pays africains. L'opération d'adressage de Libreville lancée par le conseil municipal est en cours d'exécution. Cette opération louable dont le fond et la forme pourraient seulement être aux antipodes du nouvel ordre urbanistique tel que annoncé par le ministre en charge des questions de l'urbanisme. Reportage Arnaud Babekoum, images d'archives. Après les études de prospection et de lancement officiel il y a plusieurs mois en arrière, l'opération d'adressage de Libreville est depuis quelques jours en phase d'exécution à la diligence du conseil municipal de Libreville. Cette opération est louable par son intention, voire initiative, à cause du double aspect de relocage de Libreville. La beauté de ces plaques minéralogiques notamment est la meilleure orientation que pourrait susciter cet adressage. Une dynamique des villes de ce siècle innovant qu'entend s'accommoder l'édile de Libreville et son équipe Courage. Mais seulement cette grande initiative pourrait devenir une douche froide à cause du contexte spatio-temporel actuel de la capitale gabonaise. Depuis longtemps orpheline d'un plan cadastral fiable, les observateurs de notre capitale peuvent très vite s'apercevoir que l'installation, l'occupation de l'espace communal s'est faite en l'absence des orientations de l'autorité administrative au début des années 1960. La ville semble avoir pris forme selon les chemins tracés autrefois par une population foncièrement à la conquête de l'espace d'occupation pour ses besoins sociaux vitaux. Plusieurs voies d'aujourd'hui, qu'elles soient secondaires ou principales, leur traçage est la conséquence parfaite de cet exode des populations d'avant et d'après l'indépendance du pays. Une période au cours de laquelle une administration coloniale cernait mal, sinon très peu, les questions d'urbanisme. Pour sortir de cette situation aux origines post-coloniales, il faut un nouvel ordre urbanistique, l'a d'ailleurs promis le ministre en charge de la question. J'annonce ici où est mort Éric Massandé. Écoutez-moi bien, un nouvel ordre urbanistique et social à venir au Gabon. Je dis bien, un nouvel ordre urbanistique et social au Gabon. Nous allons redessiner les villes du Gabon. Nous allons les redessiner complètement. De cette interview accordée à la presse il y a plusieurs mois déjà, il ressort que le premier pas de l'adressage de Libreville consistait d'abord à redessiner cette ville, pour reprendre l'expression, mais hélas, c'est plutôt l'inverse qui semble se produire. Or, il est de coutume en médecine qu'il faut d'abord nettoyer la plaie avant de la panser, et le contexte de Libreville ressemble bien à cela métaphoriquement. La démarche de cet adressage pourrait donc traduire l'absence de synergie entre l'autorité urbanistique et l'autorité communale. Au moment où les méfaits de la crise financière se font de plus en plus ressentir dans les ménages, les réflexions vont dans tous les sens. Les jeunes notamment s'interrogent sur le fonds des générations futures mis en place par les autorités gabonaises. Où en est-on exactement avec ce fonds et surtout à quoi sert-il? Les éléments de réponse dans ce reportage de Nancy Iriel Berkouna de Média Plus. Il y a plusieurs années, les autorités gabonaises ont mis en place le Fonds des générations futures, créé par la loi numéro 9/98 du 16 juillet 1998 et création du Fonds gabonais d'investissement. Aujourd'hui, l'on se demande ce qu'est devenu ce fonds.
fonds de génération future a été transformé en fonds gabonais d'investissement qui est dirigé par Mikoto, je crois, Serge Mikoto, qui fait des placements sérieux de ce fonds pour stabiliser le financement, pour que ce fonds ne se perde pas, au lieu de se contenter des petits placements de 2% ou 3% de la Banque centrale. On fait des placements qui nous apportent plus que ça pour constituer, enrichir les générations futures. Des réponses qui nous donnent envie de revenir sur l'objectif de la création de ce fonds et surtout à quel moment devrait-il servir, vu qu'on compte environ 20 ans depuis sa naissance. L'objectif, ce n'était pas un fonds créé pour résoudre les problèmes ponctuels d'une crise éventuelle immédiate. C'était un placement des générations futures. Vous êtes une génération actuelle, votre rôle c'est contribuer. En cette période où l'on tente de relever la pente de l'économie du pays qui est au plus bas, plusieurs jeunes se demandent comment rentrer en possession de cet argent. Question aujourd'hui. On a dit, on a mis l'argent des générations futures. Maintenant qu'on est en crise, amener l'argent. Mais est-ce que tu es le futur? Le capital minimum de ce fonds s'élève à 500 milliards de nos francs. Il est alimenté par un prélèvement de 10% sur les recettes annuelles pétrolières. Selon la loi des finances, 50% de toutes les recettes budgétaires additionnelles correspondant à un dépassement des hypothèses de base de la loi des finances annuelles, pour ne citer que ces deux exemples. Malgré les réponses autour de la problématique posée, il est difficile de comprendre à quoi ce fonds devrait servir, encore moins à qui il est destiné. Pire encore, le moment où il doit être utilisé. La dernière question que l'on se pose est de savoir s'il existe encore de nos jours. Accusés à tort ou à raison de sorcellerie à Port-Gentil, des personnes du 3e âge rejetées par leurs proches sont prises en charge par le service provincial des affaires sociales en droite ligne de la politique sociale prônée par les plus hautes autorités. Reportage Raïssa Kerian Ondo. L'abandon des personnes du 3e âge, un phénomène qui s'observe dans la capitale économique. Ces personnes souvent taxées de sorcellerie, favorisées par le caractère superstitieux de leurs proches, sont laissées à l'abandon et livrées à leur sort, avec pour seul espoir de survie le service provincial des affaires sociales ou des collectivités locales, notamment les mairies, dans le cadre de la politique sociale prônée par le gouvernement de la République, œuvrent en ce sens afin de leur apporter à elles et aux indigents une aide éventuelle. Lorsque nous avons en face de nous une personne du 3e âge qui est en situation difficile, nous engageons une enquête sociale pour identifier les différentes causes pour lesquelles la personne ayant une famille se retrouve dans une situation aussi compliquée. Et au sortir de cette enquête, on voit dans quelle mesure nous pouvons intervenir à 100% ou faire un accompagnement de cette personne du 3e âge. Le service provincial des affaires sociales sont des partenaires dans la politique sociale de la province, notamment de la commune. Quand il y a besoin de leur faire intervenir, nous les faisons intervenir. Nous agissons dans le même champ d'action, mais les interventions diffèrent. Attitude que déplore le responsable du service social de la mairie du 3e arrondissement. Bon, le refus de prise en charge, parfois, est dû au litige entre les familles. Les personnes du 3e âge, excusez-moi du terme, sont considérées comme des sorciers. C'est dommage de penser que son grand-père, sa grand-mère est une sorcière, et c'est l'une des premières raisons d'abandon familial. Quand on considère son grand-père, sa grand-mère comme une sorcière, personne ne l'aborde, tout le monde a peur d'approcher son grand-parent. Alors, c'est déjà l'occasion de dire que nous devons éviter dans notre société de trop cultiver la sorcellerie. D'où cette invite à cultiver l'amour en vue de préserver la solidarité. Dans les phénomènes de la société, des faits de société, nous avons identifié effectivement qu'il y a une grande déchirure familiale dans notre tissu, à savoir que les gens ne s'aiment plus, les gens ne s'échangent plus, les gens ne dialoguent plus, parce que tout simplement, on pense que le mal peut venir du frère, de la sœur, etc. Plus de notions de solidarité pour cultiver l'harmonie et la paix familiale. Au regard de ce qui précède, l'on s'interroge sur les raisons de ces comportements responsables de la déchirure du tissu social dans notre pays.
Réputé pour sa solidarité légendaire, l'Afrique, singulièrement le Gabon, tend à perdre ses valeurs culturelles, pourtant nécessaires pour son développement socio-économique et culturel. De retour à Libreville, la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Likwala vient de servir de cadre à une messe d'action de grâce destinée aux disparus du Parti gabonais du progrès, laquelle messe a vu la participation de Jean Ping, Ephraim Biyoketo et Fleury Asiondo. Reportage. Comme l'a si bien dit Birago Diop, du reste écrivain dans l'une de ses fables, les morts ne sont pas morts. Une pensée qui laisse croire que bien que n'étant plus parmi nous, mais il demeure en chacun de nous à travers la foi, cette même foi qui anime tout chrétien épris de l'Esprit Saint. Le Parti gabonais du progrès, une formation politique dite l'opposition radicale, par l'entremise de ses responsables, l'a si bien compris, par la tenue d'une messe d'action de grâce à l'endroit de plusieurs de ses membres disparus, parmi lesquels on note Maître Pierre-Louis Agonjo-Kawe, Joseph Renjambé et Daniel Yeno, tous ayant contribué à l'édification de cette formation politique, étaient présents, frères, sœurs et compagnons de lutte. Le curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Likwala, quant à lui, a tiré sa parole dans l'évangile de Saint-Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. L'Église nous enseigne que lorsque nous venons à mourir, il se peut que notre âme ne monte pas dans la divinité céleste à cause des lourdeurs de nos péchés, à cause de ce que nous avons fait sur cette terre, ou encore à cause de la méchanceté des hommes qui peuvent garder notre âme prisonnière et captive des hommes. Alors il faut prier pour que Dieu délivre l'âme de nos défunts de toutes ces formes d'emprisonnement dans lesquelles ils sont, pour qu'ils accèdent à la béatitude divine et céleste. Des prières, il y en aura toujours, afin que ceux-là qui nous ont précédés, pour le repos éternel, intercèdent de façon permanente pour ceux-là qui, bien que meurtriers, ont décidé de mener continuellement la lutte. L'acceptation du corps de Christ par de nombreux convives à cette messe a bouclé la dite rencontre de recueillement. Malgré une opposition féroce, le président vénézuélien a signé mardi un décret fixant les modalités d'élection des 540 membres de l'Assemblée appelés à rédiger une nouvelle constitution. Presse internationale. Devant des milliers de sympathisants arborant t-shirts et casquettes rouges, Nicolas Maduro signe le décret fixant les modalités d'élection de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante nationale, un miracle que Dieu va nous offrir, sera mise en place 72 heures après la proclamation des constituants et des constituantes élus. Chargée de rédiger une nouvelle constitution, cette nouvelle assemblée est perçue par l'opposition comme une manœuvre de Maduro pour s'accrocher au pouvoir. Autrefois pays le plus riche de la région grâce à ses immenses réserves pétrolières, le Venezuela s'enfonce de jour en jour dans la crise avec des manifestations quotidiennes lourdement réprimées. L'économie est asphyxiée et la population peine à obtenir les produits de première nécessité. Paralysé par la crise politique, le Venezuela est également de plus en plus isolé du reste du monde. Face à la multiplication des pillages et des violences à sa frontière, la Colombie voisine a ordonné lundi le déploiement de son armée. Une décision qui ne passe pas pour le camp Maduro. Nous ne sommes ni satisfaits ni d'accord avec la réponse du gouvernement colombien parce que nous savons que les activités et les actions militaires n'ont rien à voir avec des mesures de lutte contre les délits transfrontaliers. Malgré les tensions avec ses voisins et une contestation populaire qui ne faiblit pas, Nicolas Maduro entend aller au bout de son mandat prévu en 2019.
Pyongyang a procédé dimanche à un nouveau tir de missiles balistiques. La Corée du Sud et les États-Unis ont condamné cette nouvelle provocation. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mardi une réunion d'urgence à ce sujet. Presse internationale. Une provocation, une de plus de Pyongyang. Ce dimanche, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques, le 10e déjà depuis le début de l'année. Selon des responsables américains, l'engin, lancé depuis Pukchang, aurait parcouru plus de 500 km. Washington l'a formellement identifié comme un missile de portée intermédiaire. C'est le deuxième engin de ce type. Le premier a été tiré dimanche dernier. Ce nouvel affront de Kim Jong-un est vécu comme une mise à l'épreuve pour les puissances régionales. Si Pékin n'a fait aucun commentaire, la réaction a été immédiate à Séoul. Moon Jae-in, entré en fonction depuis à peine plus de 10 jours, ordonne déjà de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. Son gouvernement condamne le tir, un acte qualifié d'imprudent et d'irresponsable. À Tokyo, le Premier ministre Shinzo Abe dit vouloir aborder la question du missile nord-coréen lors du sommet du G7. La Corée du Nord a lancé un nouveau tir, et ce, malgré nos avertissements. Cela piétine les efforts de la communauté internationale qui tente de résoudre ce conflit de manière pacifique. C'est un défi lancé au monde. Autre condamnation, celle de Washington. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson parle d'un tir dérangeant et décevant. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU s'était déjà réuni pour discuter de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Le 17 juillet prochain, au stade Michel Essongué de Port-Gentil, Taylor Mabika renouera avec Loring. Il affrontera dans le cadre de la WebC un adversaire qu'il rencontrera dans les tout prochains jours. Les détails avec Mosconi Engonba et Bertrand Kumileka. Ils étaient face à la presse ce matin au club Yoka en vue d'annoncer le prochain combat de Taylor Mabika qui se déroulera à Port-Gentil. Une porte d'entrée qui permettra à Taylor Mabika d'affronter les meilleurs boxeurs professionnels. Était également présent à cette conférence de presse son sparring partner en provenance de Yaoundé au Cameroun pour bien peaufiner ses entraînements. Taylor Mabika devrait encore patienter quelques jours avant l'officialisation de son prochain adversaire. Nous restons toujours en sport, en regroupement depuis le mois d'avril dernier et une participation à la CAN U17. Les Pontoros du Gabon restent jusqu'à ce jour sans versement de leurs primes, une situation qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Reportage Yasser Nicolandou. La Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 s'achève ici pour les Panteros du Gabon. Sorti au premier tour avec un bilan nul et un record jamais enregistré, 11 buts encaissés et 1 but marqué. Après la sortie de nos jeunes fauves au premier tour, un problème se pose néanmoins, celui du non-versement des primes au staff technique et aux joueurs. Où est passé l'argent destiné à leurs primes de regroupement qui du ministère de la Jeunesse et des Sports ou de la Fédération gabonaise de football est chargé de débloquer cet argent? Telles sont là
Les questions qui taraudent actuellement l'esprit de l'encadrement technique des joueurs et des férus du ballon rond. L'inclinaison du pays hôte à la compétition serait-il réellement la raison valable du non-versement des primes, quand bien même ils ont défendu du mieux qu'ils pouvaient les couleurs du pays? Selon certaines sources, cette situation serait due à un simple retard dans la gestion du dossier. En effet, la sortie du Gabon lors des éliminatoires de la compétition par le Niger, le pays ne pouvait plus être pris en charge par le budget de l'État. De ce fait, la disqualification de Madagascar au mois de février dernier par la CAF, qui décide alors de confier les règnes au Gabon, va jouer les troubles faits à nos autorités sportives. Sortis définitivement le 20 mai dernier après leur défaite face aux Lionceaux du Cameroun, nos jeunes footballeurs vivent une situation accablante. Qui occupe les fonctions de président du Conseil national de la communication. C'est votre rubrique Expression libre. Les éléments de réponse sont au micro de Fabiola Mengue. Les fonctions de président du Conseil national de la communication sont occupées par M. Jean-François Ndongo. C'est sur cette note d'expression libre que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h30. Au revoir.